Chers amis de TV Liberté, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes encore en confinement. Ça fait 1 an que vous êtes en liberté surveillée, mais au moins vous avez votre petite fenêtre, vous avez TV Liberté. Content de vous retrouver pour un nouvel auteur qui est à son premier passage sur notre antenne. Cécile Numa, bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Vous avez publié aux éditions Perspectives Libres cet ouvrage, La crise de la liberté, qui est un ouvrage assez érudit, mais néanmoins très accessible sur de grandes questions politiques. Nous avions pris le pari de vous publier en binôme, entre guillemets, avec un autre jeune auteur extrêmement brillant qui s'appelle Pierre Mandon, qui avait fait La démocratie directe contre la sécession des élites. Sur lui, un versant très technique de ce que pourraient être des processus de démocratie directe. Et vous arrivez avec de grandes questions sur finalement, est-ce que la liberté passera l'hiver, quoi ? C'est-à-dire, est-ce que la liberté passera le XXIe siècle ? Si oui, au prix de quelles questions ? Vous en soulevez énormément, vous soulevez l'ingénierie sociale, vous soulevez le contrôle médiatique, vous soulevez la supranationalité, vous traitez d'à peu près tous les sujets qui entravent aujourd'hui la vision, disons, très irénique, très poétique de la liberté telle que nous l'avons depuis 2 siècles et qui aujourd'hui se heurte à de grandes menaces, de grands dangers, au point qu'on peut se demander si l'idéal de liberté politique survivra. Grosso modo, pour vous, on va commencer par cette partie-là de votre livre, pour vous, qu'est-ce qui menace ? Pour vous, de quelle liberté vous parlez et de quelle menace dessus vous parlez ? Déjà, merci Pierre-Yves de m'inviter à parler de ce livre et de m'avoir fait confiance en publiant cet ouvrage. Le contexte qu'on traverse actuellement, effectivement, est assez empreint des questions philosophiques et même pratiques autour de la liberté. La liberté, moi, dont je parle, finalement, j'ai essayé d'épurer le sujet au maximum. Parce qu'on peut définir la liberté comme ayant finalement 3 dimensions. Une liberté individuelle d'aller et venir, de consommer, une liberté d'expression. Une liberté aussi qu'on pourrait appeler publique, dans laquelle peut rentrer la liberté d'expression. Quand on s'exprime publiquement, c'est une liberté qui est garantie, mais c'est une liberté qu'on pourrait dire publique. La liberté de manifester également est une liberté publique. Et moi, ce que je me suis contenté de faire, si j'ose dire, c'était de prendre la liberté sous son angle politique, qui est beaucoup plus restreint, si j'ose dire, puisque l'espace de liberté dont jouit le citoyen en tant que liberté politique, au sens politique du terme, c'est le droit de vote principalement, puisque c'est le seul espace où le citoyen peut agir concrètement à titre individuel dans l'espace politique. Donc moi, c'est vraiment de cette liberté-là dont je parle, la liberté au sens politique, donc le droit de vote, principalement. On peut aussi ranger dans cette catégorie le droit de résistance à l'oppression, mais celui-là, c'est un versant finalement que je n'ai pas traité dans mon livre. Il y a effectivement différentes menaces que vous avez évoquées. Effectivement, le contrôle social dont vous parlez, l'ingénierie sociale, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est depuis le début du XXe siècle, des auteurs comme Walter Lippmann ou Edward Bernays, exactement, qui définissaient finalement la démocratie comme la liberté de persuader et de suggérer. Et donc finalement, une des principales conséquences de cette conception-là de la démocratie, c'est que pour un certain nombre d'acteurs politiques, il s'agit de mettre en place des stratégies d'influence du citoyen. Et en étant influencé, le citoyen, finalement, a sa liberté qui est, d'une certaine façon, modulée. C'est-à-dire qu'on va lui suggérer un certain nombre de positionnements qu'il n'aurait pas forcément eu par lui-même. Et donc, effectivement, au moment d'exercer sa liberté, notamment son droit de vote, il a été influencé d'une certaine façon. Donc, les ennemis de la démocratie, comme disait Tsvetan Todorov, c'est principalement finalement le citoyen lui-même. En tant qu'entité agissant dans l'espace public,
puisque le citoyen, comment dire, il est à l'origine du pouvoir, d'une certaine façon. Hein. C'est la fiction, en tout cas, qui légitime le pouvoir démocratique, enfin, comment dire, l'organisation démocratique du pouvoir, pardon. Et donc, si vous voulez, j'ai essayé d'identifier un certain nombre de choses qui peuvent entraver la liberté. Si on part d'une définition, donc, comme par exemple le fait que la liberté est un rapport entre la pensée et l'action, c'est Simone Veil, eh bien, on se rend compte que, si vous voulez, comment dire, en étant influencé dans sa pensée, le citoyen peut avoir une liberté qui est altérée. C'est-à-dire que sa curiosité, au sens noble du terme, va être comment dire, orientée, et donc il va sélectionner un certain nombre d'idées pour exercer sa liberté. Une autre entrave qu'on pourrait soulever, c'est que finalement, quand on forme nos choix, on a plusieurs systèmes qui nous aident. Ce qu'appelle, c'est ce qu'on appelle l'heuristique, c'est-à-dire des procédures simples pour arriver à faire un choix. Et principalement, les citoyens, quand ils votent, ce qui est prépondérant, c'est finalement l'affect qu'on va mettre envers la personne qui porte les idées. Ça s'appelle l'heuristique de l'affect. C'est-à-dire que finalement, le citoyen, au lieu de se concentrer... c'est une caricature, bien sûr que tous les citoyens ne fonctionnent pas comme ça, mais au lieu de se concentrer finalement sur l'idée en tant que telle, on va avoir tendance à se concentrer sur, par exemple, ne serait-ce que l'impression faciale que dégage le candidat, une impression de compétence. Il y a des études du MIT notamment qui montrent clairement que l'impression faciale de compétence est un biais, si j'ose dire, qui va amener les citoyens à voter pour celui qui a l'air d'être le plus compétent ou le plus éloquent. Et à la fin, ça donne, c'est notre projet. Et effectivement, c'est potentiellement c'est des choses qui peuvent arriver, effectivement. Les chercheurs du MIT, d'ailleurs, sont allés un petit peu plus loin dans leur recherche et ils ont essayé de savoir quelle catégorie de citoyens, finalement, étaient le plus susceptibles d'être influencés par leurs émotions et leurs affects. Et ils sont arrivés à la conclusion que les citoyens qui étaient des grands consommateurs de télévision avaient 3 ou 4 fois plus de chances de choisir le candidat en fonction de ce qu'il dégage et non pas en fonction de ce qu'il dit ou des conséquences de ses idées sur le plan politique, économique, social, etc. Donc si vous voulez, aujourd'hui on a des citoyens français qui consomment plus de 3h50 à peu près en moyenne de contenu audiovisuel. On est globalement des grands consommateurs de télévision et donc finalement au moment où on va faire notre choix, au moment où on va exercer véritablement notre liberté, on va être plus facilement sujet à cette heuristique de l'affect, cette capacité de choisir non pas en fonction d'une idée mais en fonction d'une personne. C'est ce que aussi Simone Veil, c'était l'avertissement qu'elle portait dans sa note sur la suppression générale des partis politiques, c'est que finalement, au bout du bout, normalement la liberté est un rapport entre la pensée et l'action, mais si notre pensée elle est parasitée, si j'ose dire, par des questions d'ordre affectif ou émotionnel, eh bien ça va avoir un impact sur l'exercice lui-même de la liberté, puisque le rapport entre la pensée et l'action derrière va forcément être modifié. Ce qu'il y a dans votre livre qui m'a impressionné à la toute première lecture, c'est d'arriver à avoir une approche pluridisciplinaire où les différentes sciences convoquées ne se marchent pas les unes sur les autres. C'est un des aspects qui fait vraiment le caractère novateur de votre réflexion. Vous utilisez les sciences cognitives, les sciences politiques, les sciences juridiques, entre autres, la philosophie. Et ça vous fait arriver dans une deuxième partie, exactement à partir de là où nous sommes, et avec une pointe de provocation. Vous dites, la démocratie et la liberté, compagnonnage, certes, mais c'est des chemins en parallèle, ce n'est pas un chemin unique. Donc, est-ce que la démocratie, telle que nous l'entendons depuis 2 siècles, c'est-à-dire avant tout le gouvernement représentatif, toutes les expériences de démocratie directe ayant été soit critiquées, soit abandonnées, ça fait bien longtemps qu'en France on ne fait plus de référendum, vous me direz pour le respect qu'on avait des votes qu'on en faisait, mais
pour vous, c'est l'un des points clés de votre ouvrage, ce que nous entendons par démocratie aujourd'hui n'accompagnera peut-être plus ou n'accompagne déjà peut-être plus l'idée de liberté. Justement parce que tout le monde pense à tort, et je pense qu'après votre livre, il n'y a plus d'appel, que la démocratie est un régime de transparence. C'est faux. La démocratie est en réalité le régime où le champ cognitif de l'électeur, ou de l'électeur consommateur, est une sorte de vaste chasse à courre à ciel ouvert. C'est-à-dire chacun a le droit de mettre les biais cognitifs dans la tête de qui il veut. Comme disait Patrick Lelay, qui est décédé aujourd'hui, je crois, moi je vends du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. La phrase est exacte. Pour vous, comment dissocier cette liberté politique du fantôme de la démocratie d'aujourd'hui ? Pour vous, quel est le nœud de cette réflexion-là pour l'avenir ? C'est une grande question. Je ne prétends pas avoir répondu de façon très exhaustive dans mon livre, mais j'ai essayé d'y arriver. Patrick Lelay, effectivement, dit ça. Le président de Facebook aussi, Sean Parker, disait que finalement l'objectif des réseaux sociaux, c'était d'accrocher l'attention des citoyens pour essayer de l'orienter. Il y a aussi le directeur du laboratoire de la persuasion de Stanford, je crois, qui disait que finalement l'objectif pour ce laboratoire, c'était d'essayer de faire en sorte que les ordinateurs comprennent comment pensent les gens et comment les influencer quasiment de façon automatique. Et c'est ce qu'on appelle la guerre cognitive, c'est ce que Yuval Noah Harari appelle aussi l'ère du hacking des cerveaux. Et donc, si vous voulez, un des grands dangers pour la démocratie et la liberté, évidemment, au XXIe siècle, ça sera de mettre en garde les citoyens sur le fait que, effectivement, ils peuvent être sujets à l'influence. Pour essayer de contrecarrer ces tendances-là, il faut prendre le problème un petit peu à la racine, c'est-à-dire revenir à ce qu'est la liberté et à ce qu'est la démocratie. Ce qu'est la démocratie, historiquement, effectivement, depuis 2 siècles, ce n'est pas la véritable démocratie, c'est-à-dire c'est un gouvernement représentatif. Et Castoriadis, par exemple, disait que c'était une mystification, ce n'est pas la démocratie. C'est pas le seul auteur, d'ailleurs, à avoir soulevé le lièvre. Hein. Donc la question, c'est effectivement comment on rend les citoyens plus libre, si j'ose dire, dans un espace démocratique. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que finalement, si on parle de la liberté comme étant la capacité de commencer quelque chose de nouveau, il faut que les citoyens puissent être en mesure de commencer des choses nouvelles. Si vous voulez, on ne peut pas être un peuple libre si on ne peut plus commencer quelque chose de nouveau. Si on ne peut plus appeler à l'existence quelque chose qui n'était pas donné avant, ça c'est une définition aussi que prend Arendt, c'est-à-dire que si on ne peut pas donner à l'existence rendre à l'existence quelque chose qui n'était pas donné, on n'est pas libre. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher quelque chose. La liberté, elle se traduit forcément dans l'action et dans le fait d'appeler à l'existence quelque chose qui n'était pas donné. Et donc, si vous voulez, à partir de ces 2 définitions, je me suis interrogé sur le droit de vote, tout simplement, puisque la liberté du citoyen, c'est principalement le droit de vote. Et aujourd'hui, le droit de vote, il est donné à l'électeur parce qu'il est majeur. C'est-à-dire, quand vous avez 18 ans, en fait, vous êtes toujours chez vos parents et vous recevez votre carte d'électeur. On vous dit maintenant, vous êtes un citoyen libre. Et quand on repart des grandes prémices de la liberté, qui est de sortir de soi, qui est le fait d'agir tout simplement, on voit qu'il y a une contradiction entre le fait d'avoir le don du droit de vote et le fait que la liberté est d'appeler à l'existence quelque chose qui n'était pas donné. C'est-à-dire, vous ne pouvez, si vous recevez votre carte d'électeur sans même l'avoir demandé, vous êtes un citoyen libre, au sens où on l'entend aujourd'hui, parce que vous avez le droit de vous exprimer dans la cité, mais votre droit de vote en lui-même, il n'est pas sous-tendu par l'expression d'une liberté. C'est-à-dire que, concrètement... Vous n'avez rien conquis, on vous a délégué quelque chose. Exactement. Et voilà, mais Hannah Arendt, Simone Veil, on peut trouver dans leurs écrits, c'est ce que j'essaie de montrer aussi dans mon livre, que finalement, si on ne fait pas l'effort, si on ne demande pas le droit de vote, en lui-même, il n'est pas l'expression d'une liberté. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de raccrocher de la liberté dans de la démocratie,
par cette proposition qui consisterait à dire, à partir du moment où vous êtes citoyen majeur, vous avez vocation à être libre. Avoir vocation à être libre, ça veut dire que vous avez le droit d'appeler cette liberté. Mais ça nécessite nécessairement de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'aller chercher la liberté d'une certaine façon. Et je pense que en incitant les citoyens à aller chercher un peu plus de liberté dans leur droit de vote, ça permet de justifier de donner plus de pouvoir au peuple. C'est-à-dire, demander plus de pouvoir, c'est une noble intention, mais il faut aussi donner des gages d'une certaine façon. Et pour les citoyens, il me semble que ce serait extrêmement pertinent qu'en demandant plus de pouvoir, ils mettent dans la balance le fait d'être d'une certaine façon un peu plus responsable en allant chercher cette liberté. Justement, il y a tout un aspect pour les deux grands derniers chapitres. Il y a le dernier chapitre qui pour moi est assez essentiel, enfin la dernière grande partie, où vous ne vous cachez pas derrière votre petit doigt par rapport au problème de la supranationalité, entre autres, parce que nul n'est libre dans un État qui ne l'est pas, et qu'il n'y a peut-être rien de pire. Alors le concept n'est pas dans l'ouvrage, mais vous savez peut-être que c'est un concept qui m'est cher à mes yeux. Là, pour le coup, je reprends la pensée grecque la plus classique. Rien n'est pire que la xénocratie, donc le pouvoir de l'étranger à visage national, c'est-à-dire en fait un gouvernement Potemkin, quoi. C'était un gouvernement d'ombre, de gens qui, le citoyen les pense responsables, les traitent comme tels, parce qu'ils doivent l'être en théorie, et qu'en fait, ils sont objectivement les exécutants de volonté d'autres. Et ça, à titre personnel, les Grecs pensaient que c'était le pire des régimes, même pire que la tyrannie. C'est un aspect qui, à titre personnel, m'est cher. Et vous, juste avant, vous essayez à, disons, un exercice qui pour moi est extrêmement salutaire. Vous essayez des idées nouvelles. Ça, c'est intéressant. Parce que si vous voulez, l'humanisme a commencé comme ça, les Lumières ont commencé comme ça. La liberté commence comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer les courbes, car à la fin, les courbes continuent jusqu'au cimetière. Donc, j'aimerais que vous reveniez sur quelques-unes de ces idées, celles qui pour vous sont peut-être les plus provocatrices, celles que vous avez eu le plus de plaisir à... Mais j'ai pas eu de plaisir en réalité, j'ai eu beaucoup de mal. C'est-à-dire que en réfléchissant sur la notion de liberté, si vous voulez, je suis arrivé à des conclusions qui me déplaisent en réalité. Parfois on écrit contre soi. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire Nassim Nicolas Taleb dit les idées les plus intéressantes sont celles dont on a peur de tirer les conséquences. Et c'est un peu l'idée, si vous voulez. D'une certaine façon, je suis comme tout un chacun, je suis allé à l'école républicaine, nous sommes libres et égaux en droit, etc. Tout ça, c'est chevillé au corps de tous les Français. Et donc, si vous voulez, en tirant les conséquences de ce qu'est la liberté au sens noble du terme, c'est-à-dire d'appeler à l'existence ce qui n'était pas donné, le fait de commencer quelque chose de nouveau, je suis arrivé à certaines conclusions qui dérange en réalité. Mais si vous voulez, c'est aussi ça qui fait leur intérêt. C'est-à-dire que ce qui définit le stratégique, comme dit Philippe Baudemarre, c'est quand finalement on sort de sa zone de confort et qu'on va à l'encontre des croyances et des idées établies. Et donc, d'une certaine façon, les propositions que je fais dans ce livre, elles dérangent de ce point de vue-là, puisqu'elles vont à l'encontre de l'idée qu'on se fait de la liberté, c'est-à-dire que voilà, on est un citoyen libre parce qu'on vit dans un pays libre et parce qu'on a le droit de vote. Si vous voulez, le fait d'avoir le droit de vote ne suffit pas à rendre compte concrètement de la liberté. Et donc les idées provocatrices, je ne sais pas, c'est-à-dire que elles sont sous-tendues par un certain nombre de concepts et d'idées qui ne sont pas de moi. Je me suis appuyé sur les grands auteurs. Donc pour arriver à la conclusion qu'effectivement le droit de vote devait être demandé par le citoyen, on peut même imaginer un système, pourquoi pas d'examen si j'ose dire, c'est-à-dire que quand vous jouez à la belote ou au Monopoly, ce que vous faites en premier lieu c'est d'apprendre les règles du jeu, c'est la base du jeu et le jeu fait partie de l'identité humaine.
l'homo sapiens est un homo, c'est un homo jeu, quoi. Il va forcément jouer, il va inventer des jeux, et donc, si vous voulez, la démocratie est une forme de jeu. On parle des règles du jeu démocratique, et dans ces règles du jeu démocratique, j'estimais que finalement, le citoyen pouvait être amené à apprendre une partie des règles du jeu pour prouver son amour de la liberté. Et si vous voulez, ce faisant, ça crée un nouveau rituel. C'est-à-dire le fait de demander sa carte électorale crée un nouveau rituel républicain qui rentre dans le système du sacré. C'est-à-dire que pour nous, la République est sacrée, pour moi en tout cas, elle l'est, la démocratie également, et donc à l'intérieur de ce sacré, il faut avoir des sentiments moraux, la liberté, l'égalité, la fraternité, ça, c'est des sentiments moraux, des grandes valeurs, mais il faut également des rituels. Et donc sur ce chemin de la liberté, il me semble qu'il est fondamental qu'il y ait des rituels autour de la liberté. Et pour moi, le fait d'être dans une démarche active et de demander le droit de vote ferait partie finalement de nouveaux rituels qui rendraient sa dimension sacrée à la liberté, à la démocratie et à la République. Une autre idée que j'ai essayé de développer, qui effectivement est un petit peu dans l'air du temps, depuis 2-3 ans, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Et j'étais un peu frustré d'une certaine façon, puisque quand on essaie de rentrer dans le détail de ce que pourrait être une assemblée tirée au sort, on se retrouve généralement à court de munitions. Je n'ai pas vu de véritable proposition de système autour de ce référendum d'initiative citoyenne. Et donc moi, ce que je propose dans le livre, en réalité, ce n'est pas de renverser la table, c'est de créer une assemblée qui serait tirée au sort à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat, et qui aurait des prérogatives totalement différentes du Sénat et de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des citoyens français, d'après certains sondages, qui sont contre le fait de tirer au sort une assemblée pour qu'elle vote les lois directement. C'est-à-dire, en gros, supprimer l'Assemblée nationale et faire une assemblée tirée au sort, les Français sont globalement contre. Donc, moi, ce que je proposais plutôt, puisque les Français sont très majoritairement pour le référendum d'initiative citoyenne, c'est de créer une assemblée qui soit tirée au sort et qui aurait 2-3 prérogatives maximum, et qui ne seraient pas des prérogatives, si vous voulez, législatives au sens strict du terme. Une des premières prérogatives, moi, qui me semblait intéressante autour de cette assemblée tirée au sort, c'était qu'elle gère elle-même le cahier, que j'ai appelé le cahier des pétitions d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que les citoyens amenés à proposer des pétitions la publient dans ce cahier, et ce cahier-là est géré par une assemblée qui est tirée au sort. Et donc, elle gère parce qu'il faut un certain nombre de règles de recevabilité, il faut reformuler parfois les... Ouais, vous allez loin dans l'institutionnel, ça qui est intéressant. C'est-à-dire que je me suis servi des fondements conceptuels et philosophiques pour proposer un certain nombre pour faire des propositions presque d'ordre de droit constitutionnel. Ouais. C'est-à-dire finalement, une fois qu'on se dit il faut donner un peu plus de pouvoir au peuple, la question c'est qu'est-ce qu'on lui donne comme pouvoir et comme contre-pouvoir. Et comment on l'entoure ce pouvoir. Parce que selon moi, donner le référendum d'initiative citoyenne, c'est intéressant, mais ça doit être encadré, ça doit être limité. On ne peut pas publier n'importe quelle pétition. Le Conseil constitutionnel, quel est son rôle aussi dans ce cadre-là ? C'est tout ça en fait. C'est à partir de quel seuil on peut demander à partir de quel seuil de nombre de pétitions on peut demander au peuple de se prononcer directement sur une loi ou sur une modification de la Constitution. C'est le grand attrait de cet ouvrage sur lequel nous terminerons, c'est justement de prendre le sujet au sérieux. Et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir fait cet ouvrage, La crise de la liberté, donc publié chez Perspectives Libres, parce que justement vous êtes allé très loin, vous avez pris au sérieux et à bras-le-corps ces sujets-là, parce qu'on les a brassés de manière un tout petit peu trop gratuite, le RIC, le tirage au sort, etc. On ne s'est pas demandé le comment, et ça a beaucoup aidé nos adversaires à caricaturer nos positions. Et je suis persuadé que ce type d'ouvrage fera lourdement avancer ces libertés nouvelles. Et c'est pour ça que je vous en remercie. Et j'espère que ce sera discuté, amplifié par nos amis, les téléspectateurs de TV Liberté,
à qui je dis à dans un mois pour un autre sujet. D'ici là, continuez à soutenir les médias libres. Si vous voulez nous retrouver au Cercle Aristote, n'hésitez pas sur YouTube, sur VK, sur Facebook, sur Twitter, tant qu'on y est encore, hein, et sur Telegram. N'hésitez pas à nous suivre, à suivre des jeunes auteurs comme Cécile Numa ou comme Pierre Mandon sur ces sujets importants pour le devenir de notre liberté et pour le maintien d'un pluralisme qui ne peut que servir à la grandeur et à la pérennité de la France. Et pour cela, il faut un esprit français magnifiquement incarné par de jeunes essayistes, dont vous, Cécile, à travers cet ouvrage. Je vous en remercie beaucoup et merci à tous et à nos téléspectateurs. Merci et vive la liberté.